Peut-on expliquer les aptitudes et le comportement de l'homme par la mesure de son crâne? Peut-on dire de quelqu'un qu'il est fourbe parce que ses arcades sourcilières sont proéminentes? Peut-on classer les populations humaines en différentes races? Nous sommes en 1810 et la génétique n'a pas encore été inventée. Les anthropologues, les médecins et les naturalistes du XIXe siècle se sont sans cesse posé ces questions pour tenter de donner une explication logique à la variété humaine. On cherche alors des réponses dans l'anatomie et en particulier dans la phrénologie, une science qui tente de trouver des équations logiques entre d'un côté les aptitudes morales et intellectuelles et de l'autre la forme de la voûte crânienne. Le neuroanatomiste allemand Franz Joseph Gall pense que le cerveau n'est pas un organe homogène qui gère les comportements, mais que ces comportements, vices et vertus sont localisés à des endroits précis de l'encéphale. De l'os frontal à l'occipital, Franz Joseph Gall trace une cartographie. Si le crâne d'une personne est particulièrement développé à son sommet, assurément, elle a une grande estime d'elle-même. Si par contre, ce sont ses arcades qui sont proéminentes, on peut en déduire un penchant vers la criminalité. Dans la réserve du Musée de l'Homme à Paris, on trouve une très vaste collection de bustes et crânes moulés qui résultent de ces études. Assassins, enfants, voleurs, politiques, indigènes, malades sont rangés côte à côte. Mais à quoi pouvaient servir ces collections de têtes? À garder une empreinte en volume des sujets étudiés et surtout à faire des analyses comparatives entre les crânes. Pierre-Marie-Alexandre Dumoutier, élève de Franz Joseph Gall, a mesuré ces crânes à l'aide d'un encéphalomètre, un appareil de son invention. En 1837, il embarque à bord de l'Astrolabe, un navire commandé par Jules Dumont d'Urville. L'expédition dans l'océan Pacifique durera 3 ans. Elle aura pour but de cataloguer les types humains, en quelque sorte pour étendre la phrénologie hors des frontières occidentales. Dumoutier déclare que c'est aux phrénologistes qu'il appartient, plus qu'à tout autre peut-être, de prouver combien l'organisation cérébrale de ces hommes est supérieure à celle des brutes au rang desquels on n'a cessé de les ravaler. Les personnes sont payées pour être moulées et les négociations sont commentées dans le livre de bord. On moule, puis on fait des relevés sur la personne pour garder en mémoire la couleur de sa peau le plus précisément possible, la couleur des cheveux, enfin celle des yeux. Pour cela, on utilise des nuanciers qui servent par la suite à peindre les moulages grâce auxquels on perçoit mieux les variations de pigmentation des différents représentants de l'espèce humaine. Mais au XIXe siècle, on parle encore de race. À cette date, les recherches scientifiques légitimisent les décisions politiques. Car rappelons-le, c'est l'époque des colonies et on cherche à prouver l'infériorité des populations colonisées. Ainsi, l'anatomie vient confirmer un ordre naturel. L'homme blanc est évidemment considéré comme bien plus évolué que l'homme noir, qui a tout du primate. C'est un moment où la population française est curieuse de l'étranger. Paris veut voir l'autre humanité. Au cabinet de curiosités spectaculaires où les gens du peuple viennent observer des individus souffrant de difformités pathologiques, on voit apparaître des spectacles ethnographiques, par exemple des villages sénégalais. Tragique témoin des ravages coloniaux, un buste représente Truganini, la dernière survivante du génocide des aborigènes en Tasmanie, décédée en 1876. On retrouve le visage de Truganini sur une gravure de l'ouvrage de William King Gregory, datant de 1929. Ce visage représentant le sauvage est bien sûr relégué dans l'évolution humaine dans une phase antérieure à celle de l'Européen. Aujourd'hui, on ne parle plus de race mais de population. Les hommes se métissant et s'entremêlant,
Leurs limites ne sont pas définissables. De même, la phrénologie est tombée dans l'oubli, avec l'apparition de la génétique et la découverte de l'ADN au début du XXe siècle. Les bustes du musée de l'homme sont les vestiges de la seule race existante, d'après Jean Jaurès, l'humanité.